La guerre des semi-conducteurs, l'enjeu stratégique mondial, c'est le titre du livre que nous allons découvrir cet après-midi. Chris Miller, c'est l'auteur, un auteur qui a frappé à l'œil d'Hervé Accam. Il faut rappeler simplement que ce livre est meilleur livre éco de l'année selon Financial Times. Il faut également dire que c'est un livre, notamment qu'il faut lire pour comprendre la Silicon Valley. Nous ne sommes pas toujours conscients, mais tous les outils qui font aujourd'hui notre vie quotidienne fonctionnent avec des puces électroniques, appelées aussi semi-conducteurs. Les voitures, les smartphones, les avions, les appareils ménagers, la bourse et même le réseau électrique. Dans une enquête écrite comme un récit d'aventure, Chris Miller remonte à l'origine militaire de cette révolution technologique, raconte comment les transistors montés sur des plaquettes de silicium ont contribué à la défaite de l'Union soviétique et pourquoi la bataille pour le contrôle de cette industrie est maintenant un enjeu qui surpasse tous les autres. Il explique pourquoi les firmes de la Silicon Valley sont devenues le cœur de la puissance des États-Unis et à quel point les défis auxquels elles sont confrontées ont des conséquences majeures. Alors que la Chine dépense aujourd'hui plus d'argent pour importer des puces que pour acheter du pétrole, pourrait-elle rattraper son retard plus que pour acheter notamment le pétrole? Pourrait-elle rattraper son retard technologique quand 37% des puces sont fabriquées à Taïwan, à portée de missiles et des avions chinois? Quel risque fait peser sur le monde la montée des tensions entre la Chine et les États-Unis d'Amérique? En analysant des questions cruciales, ce livre unique en son genre permet de comprendre à quel point le vrai pouvoir dans le monde moderne, non seulement militaire, économique, mais aussi géopolitique, repose désormais sur des puces électroniques. Hervé Accam, bon après-midi. Alors, bon après-midi Jean-Jacques, bon après-midi aux techniciens, bon après-midi aux fondateurs de la radio, bon après-midi aussi à tous ceux qui les écoutent les lundis. Bon après-midi, j'espère que j'oublie personne. Hein. Oui, certainement. Pour ne pas faire des jaloux, donc je dis bonjour à tout le monde. Il faut dire que vous avez choisi de nous proposer en lecture cet après-midi La guerre des semi-conducteurs. Un livre écrit par, on l'a dit d'ailleurs, Chris Miller, qui lui, il est un diplômé à Yale. Tout à fait. À Harvard. On comprend le niveau de la réflexion, on comprend le niveau de sérieux de la question. Il enseigne également l'histoire internationale dans plusieurs universités américaines. Il a collaboré régulièrement avec le New York Times ainsi que le Wall Street Journal. Pourquoi d'abord ce choix? Alors ce choix, pourquoi? Parce que d'abord, c'est aussi un clin d'œil un peu pour nous les universitaires d'aujourd'hui. Pour expliquer qu'on peut, par exemple, faire de l'histoire des mentalités comme je le fais. Et puis s'occuper des problèmes aussi liés aux semi-conducteurs. Et c'est ça qui fait en sorte que, en dehors de ce que vous avez appris à l'école, une expérience peut vous conduire à travailler sur ce chantier. Tout à fait. Et apporter, bien entendu, rapporter de votre expérience quelque chose qui peut intégrer aussi notre conception un peu de la recherche, notre conception aussi de la pratique, effectivement, qu'on tire de la recherche. Donc, il y a beaucoup de choses. Souvent, les enseignants ici, qu'est-ce qu'ils font? Quand on leur dit, bon, et quand ils ont étudié, par exemple, la sociologie, ils font que la sociologie. Or, vous pouvez étudier, en dehors de la sociologie que vous avez étudiée, vous pouvez ouvrir d'autres axes de réflexion. Un axe de réflexion. Et c'est ça qu'on demande aux gens chez nous, c'est-à-dire qu'ils fassent comme ce monsieur-là qui enseigne. Rester ouvert et surtout peut-être épouser le temps. Épouser le temps, questions de voilà. Surtout les questions du temps. Parce qu'effectivement, le problème des semi-conducteurs se pose aujourd'hui en termes d'hégémonie, en termes d'avancée technologique, etc., en termes de puissance aussi, pour les pays, évidemment, qui en ont le monopole. Alors, c'est un peu ce qu'il nous faut aussi adopter. C'est pourquoi on fait un peu cette émission, pour dire aux gens, attention, ne restez pas figés dans des domaines
où on nous a appris quelque chose, allez aussi ailleurs, allez fouiller, pour, effectivement, parce qu'à partir du moment où vous avez un doctorat, vous avez une maîtrise, etc., vous êtes en mesure de mener des recherches. Tout à fait. Alors, pourquoi ne pas mener ces recherches et rester longtemps sur des domaines, effectivement, qui ne représentent plus grand-chose, puisque ça ne correspond pas, effectivement, à notre contemporanéité, c'est-à-dire notre quotidien. Et le quotidien, bien entendu, on sait que nous, on utilise le téléphone, on utilise... Pourquoi ne pas travailler là-dessus? Alors finalement, est-ce qu'on va parler un peu comme les théoriciens du complot absolu? Est-ce que finalement l'usage des semi-conducteurs puisse, dans pratiquement tous les appareils électroniques, sont en réalité des éléments du contrôle des pensées, du contrôle et de l'orientation finalement d'un nouvel ordre mondial? Alors, disons, quand on regarde un peu ce que les Américains en font aujourd'hui, est-ce que jusque pratiquement il y a près de 10 ans, c'est-à-dire dans les années 2020 à peu près, au moment où on découvre effectivement que tous ces semi-conducteurs-là sont effectivement fabriqués par eux, c'était la moitié des semi-conducteurs, et que cette moitié des semi-conducteurs permettait effectivement d'espionner un peu les autres. Les gouvernements, etc. Oui. Donc vous pouvez prendre votre téléphone et appeler sans vous rendre compte effectivement que vous êtes suivi, écouté, vous êtes sur écoute. C'est-à-dire qu'on n'avait plus besoin d'utiliser les méthodes qu'utilisait M. Nixon lors de l'affaire Nixon Gate, là. Quand on découvre effectivement qu'ils suivaient les démocrates, leur discours, etc. On ne va pas poser maintenant des micros derrière une chaise. On n'a plus besoin de se déplacer, de venir entrer dans votre bureau pour déposer des micros ici et là, ou des caméras. Des caméras. À partir de votre téléphone, on peut vous contrôler. On peut vous contrôler. Oui. Et donc c'est ça. Quand les gens découvrent effectivement que les Américains effectivement font de l'espionnage à leur détriment, c'est souvent que chacun s'est dit pourquoi ne pas créer, monter des fonderies, c'est-à-dire des entreprises effectivement à mesure de produire un peu les puces. Parce que ces puces, effectivement, ne sont pas aussi neutres qu'on le dit. Hein. Et là a commencé un peu ce phénomène qui s'est répandu un peu partout, surtout dans l'Asie du Sud-Est, dans une petite ville comme Taïwan, qui n'est pas... Taïwan, c'est un petit quartier, deux quartiers chez nous, c'est-à-dire il y a 2 villes chez nous. Et c'est là où, aujourd'hui, au moment où nous parlons, où on produit pratiquement 30% un peu des puces, c'est-à-dire tous ces circuits intégrés, c'est là où on les produit. Et donc ça signifie que ce pays est devenu un pays qui vend autant de puces que les autres vendent de pétrole, c'est-à-dire pratiquement au même, disons... À la même proportion. À la même proportion. Oui. Et ça, c'est important, parce que quand vous n'avez pas de pétrole, il faut avoir un peu de génie, et le génie vient du fait, effectivement, que vous avez des ingénieurs, effectivement, qui travaillent dans des laboratoires. Et on a effectivement vu que les États-Unis d'Amérique détenaient quand même le monopole, sinon étaient des leaders dans le domaine de l'électronique. Aujourd'hui, la Chine a progressivement pris le pas et développe même des technologies qui sont légèrement avancées par rapport aux États-Unis d'Amérique. Bien entendu, et depuis qu'il y a eu des sanctions sur Huawei, là on se rappelle un peu le problème de la 5G. Effectivement, quand les Américains se sont sentis un peu infériorisés par le dynamisme un peu des Chinois, ils ont voulu leur imposer des sanctions, effectivement, pour que ces gens-là prennent du retard par rapport, le temps qu'eux aussi continuent, évidemment, de travailler sur les semi-conducteurs. Mais mal leur a pris, parce que la Chine, effectivement, avec les moyens qu'ils développent, c'est-à-dire les subventions données aux chercheurs. Souvent, quand nous on se plaint ici qu'on n'a pas de subvention, l'État vous dit vous avez des salaires. Le salaire ne veut pas dire que c'est une subvention, c'est-à-dire c'est de l'argent, effectivement, qu'on donne avec un destiné à la recherche. C'est destiné à la recherche. Oui. Souvent, quand vous faites la recherche ici, on va vous dire écoutez, on va vous augmenter 100 000 francs par mois, etc. Mais ça fait partie, c'est ce qu'on appelle le salaire alimentaire, c'est pour vous nourrir et nourrir votre famille, c'est pas effectivement pour destiner à la recherche. Quand vous voulez faire de la recherche, on met de l'argent dans cette affaire comme les Chinois l'ont fait. Et aujourd'hui, on constate qu'effectivement, les Chinois qui ne produisaient pas, la Chine continentale, qui ne produisait pas du tout des semi-conducteurs,
commence à en produire là, depuis pratiquement 2 ans, grâce aux sanctions. Même la Russie, qui ne produisait pas les semi-conducteurs, commence à le produire, mais malheureusement avec ce qu'on appelle les nanomètres. Là. Bon, en Russie, aujourd'hui, on produit des puces de 350 nanomètres. C'est encore trop grand. Or, parce qu'il faut des vraiment plus smart, petites. toutes petites. Oui. Tout petit, oui. C'est ce qu'on appelle la loi Moore. C'est-à-dire c'est le monsieur qui a pensé que quand il fallait des petites puces qui ressemblent à un virus, tout petit, c'est-à-dire pratiquement invisible à l'œil nu. C'est parce que si vous prenez par exemple un microscope et que vous regardez, vous essayez de saisir un peu par la lumière ultraviolet ce que c'est qu'un nanomètre, vous verrez que c'est vraiment des choses infiniment petites. Et quand un truc infiniment petit comme ça qui réussit à stocker autant d'informations, beaucoup d'informations selon les codes, parce que vous avez des codes là de 1 à 0 quand vous êtes sur votre machine, et c'est des informations qui circulent dans des milliers d'informations. Donc ces puces de stockage, à mon avis, sont devenues un peu l'essentiel un peu aujourd'hui des semi-conducteurs. Alors tout le monde s'y met. Vous avez cité tout à l'heure Taïwan, vous avez cité désormais la Russie. Tout le monde s'y met. Alors on comprend tout de suite que les semi-conducteurs sont d'un enjeu stratégique énorme. C'est-à-dire pouvoir contrôler ces informations, pouvoir contrôler l'information qui passe et ne pas nécessairement se laisser guider par les autres. Oui, alors il y a 2 facteurs là, qui obligent les gens à s'occuper un peu, à s'intéresser aux semi-conducteurs, ce qu'on appelle aujourd'hui les circuits intégrés. Le premier facteur, c'est un peu les guerres. Vous savez, on pensait que la période des guerres était complètement terminée. Au contraire, là, on a l'impression qu'avec les éveils de souveraineté, les gens se disent pendant longtemps, effectivement, on dépendait de tel pays pour avoir tel produit. Mais là, il est question, effectivement, qu'on défende nos propres produits. Oui. Alors, tout le monde sait qu'on défend, il faut avoir ses propres produits. Pourquoi ? Parce que si vous avez un conflit avec quelqu'un qui a plus de munitions que vous, qui a des munitions guidées, bien entendu, alors qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes battu sur le champ, là, aussitôt. Voilà. Alors, il était alors question pour ces gens, effectivement, de trouver des moyens de souveraineté pour qu'ils puissent disposer d'eux-mêmes, effectivement, ces munitions guidées, etc. Et ça, à mon avis, ça jouait un très grand rôle dans le fait que tout le monde s'y est mis. Et c'était une bonne chose parce que avec les guerres aujourd'hui, on a besoin un peu de munitions guidées. Vous savez, moi, je me rappelle un peu quand j'étais tout petit, pendant la guerre du Vietnam, souvent à la radio, on nous racontait des histoires un peu drôles. C'est-à-dire, on vous disait, les Américains ont largué une bombe au Vietnam, dans la capitale. Et puis malheureusement, la bombe a raté la cible, elle est allée tomber ailleurs. Oui. C'est-à-dire, c'est ailleurs, là. Il y avait souvent des enfants, des civils, etc. Et malheureusement, on a constaté que pendant trop longtemps, au lieu de viser des cibles militaires, effectivement, on visait des cibles civiles. Et je me rappelle, il y a Paris Match qui avait produit une image d'une fille là, qu'on appelait Mai, qui pleurait dans la rue toute seule parce qu'une bombe américaine ratée avait décimé toute sa famille. Alors donc, à partir de là, il a fallu effectivement trouver des bombes, effectivement, qui à haute précision, comme effectivement vous pouvez voir sur un scanner, etc. Et là, l'intérêt un peu des puces a été ce qu'on appelle des puces logiques. Oui. Parce qu'il y a des logiciels là-dedans, etc. Parce que c'est comme un transistor. Des fils passent, etc. Il suffit tout simplement d'avoir un champ magnétique. Et ce champ magnétique, effectivement, dès qu'il s'amplifie, alors vous avez la lumière. Et alors, là, il a fallu effectivement avoir un peu cette précision dans les bombes. On en a vu, effectivement, des Américains ont largué pendant longtemps là, en Irak, des bombes très précises qui tombaient effectivement sur la cible. Parce que vous avez quand une bombe rentre dans l'air, l'altitude, le vent, tout est calculé. Et ce calcul, parce que ça a une puissance de calcul énorme, ces semi-conducteurs-là. Voilà, parce que quand vous avez des altitudes souvent un peu différentes, quel que soit le climat qu'il y a, alors cette puissance de calcul fait en sorte que une bombe larguée, effectivement, tombe effectivement sur la cible à laquelle que l'on va atteindre. Et là, tout le monde a commencé à s'intéresser à cette affaire d'armement, parce qu'il faut être juste. Parce que si vous tapez à côté, les droits de l'homme vont s'en prendre en disant, voilà, vous vous occupez que
où tu es que les civils, comme on voit aujourd'hui à Gaza, avec Netanyahou, là, qui tire sur les Palestiniens, et on dénombre aujourd'hui pratiquement plus de 50 000 morts. Donc et là, parce qu'effectivement, ces bombes ne tombent pas sur, effectivement, les cases militaires, les cibles militaires, ça tombe sur les civils. D'où l'importance, effectivement, d'avoir ces bombes de précision pour ne pas avoir affaire aux droits de l'homme, à l'ONU, etc., qui viennent à vous dire, mais mon Dieu, qu'est-ce que vous faites? C'est un carnage, etc. Et effectivement, là, on voit l'importance des bombes guidées. On imagine bien que le livre de Chris Miller est d'abord un livre constat. Constat d'abord de l'importance que prennent finalement les puces, sinon les semi-conducteurs. On remarque bien, et c'est d'ailleurs explicitement dit, j'y arrive, les puces, elles sont présentes dans les voitures, dans les smartphones, dans les avions, les appareils électroménagers. On a bien l'impression que c'est un contrôle continu. Est-ce que pour l'Afrique aujourd'hui, il est temps de penser également à crier dans le domaine? Ah oui, effectivement, moi je crois que c'est très important pour l'Afrique, c'est effectivement pour nous faisons ces émissions-là pour éveiller un peu l'esprit des Africains, parce que ces gens-là qui ont créé cette affaire-là, les Américains au départ, n'étaient pas des génies, souvent c'était des hommes d'affaires, souvent c'était des simples ingénieurs, qui ont mis, je dis bien, qui ont mis leur argent dans cette affaire. Et vous avez aussi, parce que ça n'a pas été toujours, facile, ça a été, même pour les Chinois. Parce que quand on regarde un peu ce qu'on appelle la révolution culturelle en Chine, effectivement, les Chinois avaient commencé déjà à travailler un peu sur les puces. Mais malheureusement, Mao, à l'époque, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, bon, cette affaire-là, ça ne correspond pas à ce que nous, on cherche à établir comme égalité socialiste. En réalité, parler d'égalité socialiste, parce que ça va créer des privilèges. Et comme il ne voulait pas entendre parler des privilèges, effectivement, on envoyait la plupart des ingénieurs dans les champs pour ce qu'ils appelaient l'éducation villageoise, l'éducation agricole, etc. Donc, c'était les Chinois communistes à l'époque prenaient ça pour une hérésie. Or, nous, aujourd'hui, moi, j'ai plutôt l'impression qu'on prend on prend aussi cette affaire de semi-conducteurs comme des hérésies. Parce qu'on ne veut pas, par ignorance même, à la limite, il faut le penser comme Mao le faisait par ignorance en réalité. Parce qu'il voulait utiliser le prétexte du fait que ça créait des privilèges au détriment de l'égalité socialiste. Donc, nous sommes dans le même chemin, c'est-à-dire on refuse de voir l'évidence alors qu'on sait effectivement que ces puces-là, on peut les faire. Il suffit tout simplement d'avoir aujourd'hui, parce que vous savez, la plupart de ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils copient. Oui. Il y a eu un mot d'autre. Regarde ce qui se fait à côté. Voilà, regardez. Et on vient l'implémenter. Avec des particularités. Bien entendu. Ce qu'il faut faire, c'est les machines qui produisent, on appelle ça la lithographie. Mais on peut les acheter. Maintenant, le problème, c'est effectivement de passer, d'utiliser un peu la technique de l'ingénierie, qui est pas aussi difficile que ça, parce que quand vous lisez un peu les textes de fabrication, de conception de ces choses-là, moi je crois que c'est très facile pour les gens qui sont des ingénieurs, c'est-à-dire qui sont habitués à manipuler la microélectronique. Oui. C'est très facile pour eux parce qu'ils savent comment on a commencé par le transistor, après on est arrivé au tube vide pour les PC, etc. Maintenant ils savent qu'ayant intégré un peu tous ces fils-là par des technologies qu'on appelle le stepper, c'est-à-dire pas à pas, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez une lumière qui se balance, par exemple sur les plaquettes. Et ce sont ces plaquettes-là qu'il faut imprimer à travers un outil sur les puces. Et c'est ça, effectivement, qui donne la précision. Alors, c'est facile pour ceux qui, effectivement, s'intéressent un peu au sujet. Alors, pourquoi, effectivement, nous, on ne veut pas le faire, alors qu'effectivement, les Chinois et autres le font. Alors, Hervé Akam, on marque un arrêt et on revient. Let's return Cameroonian football to its glory. MTN, for the passion of football. So, what are we doing today?
d'écouter la radio, c'est Royal FM sur les 88.4 à Yaoundé. Une émission que vous pouvez également écouter sur l'application Royal FM, à télécharger sur Play Store, ainsi que sur la plateforme de Royal FM. Alors, nous avons sur la table aujourd'hui le livre de Chris Miller. Il parle également de géostratégie, mais également d'économie. La guerre des semi-conducteurs, l'enjeu stratégique mondial. Et je faisais remarquer en début d'émission qu'il s'agit du meilleur livre éco de l'année de Financial Times, pour dire le niveau de sérieux du sujet qui est abordé aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on se rend bien compte que tout le monde détient avec lui ou par devers lui un téléphone smartphone, un ordinateur, un véhicule de plus en plus intelligent. On est passé vraiment à des véhicules aujourd'hui qui sont de véritables ordinateurs électriques, électroniques. Tout le monde a un peu comme un signalement ou un signal, parce que chaque fois que vous utilisez Internet, chaque fois que vous circulez avec votre véhicule, non seulement on peut le géolocaliser, il est également possible de l'utiliser même à distance. Alors, nous avons des chefs d'État africains qui utilisent certainement des smartphones. Ils partagent des informations, même les plus confidentielles, par cet outil-là. Ils envoient des messages, échangent des conversations. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas faire attention, dans la mesure où même, à un moment donné, on attirait l'attention des consommateurs à veiller à rendre confidentielles leurs informations détenues par leur smartphone. À partir de votre smartphone, vous pouvez avoir votre carte bancaire, les numéros, les informations personnelles. Quelle est donc l'attitude que nous, en tant qu'Africains, nous devons avoir dans un environnement comme le nôtre? Quand on regarde un peu le volume d'informations qui circulent un peu dans ces smartphones, parce qu'aujourd'hui, vous savez, on est passé du PC électronique à un ordinateur, enfin les smartphones qu'on appelle aujourd'hui des téléphones informatisés, parce que vous avez tout le temps. Alors, moi, je pense que l'Afrique est un peu à la croisée de chemin dans ce genre de situation qu'on l'utilise, pas comme on l'utilise, de manière assez pas utilitaire, c'est-à-dire il faut utiliser à bon escient ce qui nous vient de l'extérieur, à savoir que si on a des informations confidentielles, effectivement, il faut que ça reste confidentiel, parce que vous savez, les Africains, nous, on est très pudiques en réalité, puisque vous avez aujourd'hui des gens qui utilisent ces smartphones-là pour faire autre chose. On a vu des hommes politiques, des personnalités connues se retrouver en difficulté lorsque un certain nombre d'informations contenues dans leur téléphone portable étaient révélées au grand jour. Là, ça me permet également de rappeler quand même cette scabreuse histoire qu'on a eue en RDC avec une politicienne qui a retrouvé on a retrouvé des images d'elle, je vais dire inappropriées quand même sur la place publique. C'est autant d'informations qui peuvent quand même être utilisées à l'encontre de ces hommes publics. Disons, est-ce que nous allons, à travers cet exemple-là, est-ce que on va prétendre que c'est à la faute, effectivement, à la puce? Non. Il y a également un problème de moralité. Il y a un problème de moralité qui se pose pour tout usage des téléphones. Il y a un problème de moralité qui se pose. Et quand vous avez ce genre d'instrument, justement, il faut un peu des limites à tout. Et c'est là la loi, effectivement, qui peut permettre aux gens de ne pas publier ce type, effectivement, d'images, effectivement, qui regardent plus l'intimité qu'autre chose. C'est pas une affaire publique. Et c'est vrai que aujourd'hui, quand même, à cause de cet instrument-là qu'on utilise dans nos téléphones, c'est-à-dire la puce, les gens en abusent un peu. Mais c'est une affaire un peu de technologie, en réalité. Parce qu'on veut nous faciliter la tâche en termes de communication et d'échange. Le problème, c'est d'avoir les échanges aussitôt, parce qu'à l'époque, quand il n'y avait pas les WhatsApp, les gens communiquaient comment? Il fallait écrire une lettre. Une lettre, attendre peut-être 2 ou 3 jours. Et voilà, attendre 2 ou 3 jours pour avoir la réponse. Peut-être même une semaine parfois. Dans les zones reculées, on pouvait attendre jusqu'à un mois. Tout à fait. Maintenant, c'est plus le cas, donc ça va aussi vite que l'éclair. On est vraiment impressionné par ce que moi j'appelle l'imagerie à haute résolution, c'est-à-dire vous avez
une photo qui peut passer d'un WhatsApp à un autre, d'un téléphone avec à une un autre, rapidité... avec une rapidité déconcertante. Oui. Moi, je crois que c'est une avancée technologique importante. Mais le problème, c'est que si vous prenez cette avancée technologique pour en faire autre chose, alors c'est là se pose Ça peut le vous problème. rattraper. Voilà, ça peut vous rattraper. Or, c'est là effectivement où les juristes qui pondent souvent des textes souvent complètement qu'on ne comprend pas souvent, parce que c'est des gens évidemment qui ne comprennent pas le droit à l'image, effectivement qui écrivent, font des textes effectivement qui ne permettent pas effectivement de protéger un peu la vie privée des gens. Or, nous sommes effectivement dans un monde où il faut protéger la vie privée, puisque les images effectivement vont dans tous les sens aujourd'hui. Oui. Parce que ça, même un téléphone piraté, vraiment, un téléphone piraté, on peut accéder à tout. Ça, ce n'est pas seulement un téléphone, mais il y a quelques mois quand même, beaucoup de questions se posaient autour des bâtiments qu'on offrait au Cameroun, notamment le Parlement, l'Assemblée nationale. Alors, vous savez, les puces, c'est pas grand-chose. Oh, oui, Il suffit d'une caméra quelque part où un petit micro est déposé, une puce. Ça permet de transmettre un certain nombre d'informations et l'ensemble des dossiers traités sur ce lieu. Ces informations peuvent se retrouver ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, ne faut pas se mettre à la technologie, comme je le disais tout à l'heure? Est-ce que le Cameroun dispose de la ressource humaine nécessaire pour pouvoir amener ces jeunes ingénieurs, ils sont bien formés, à travailler sur également des semi-conducteurs propres au Cameroun? Avant, on a inventé on a même inventé tout un téléphone camerounais qu'on appelait autrefois, je me rappelle plus, et aujourd'hui, il n'est plus là. Bon, alors, je crois que c'est le problème qui se pose, c'est ce que moi j'appelle un peu le dilemme, bon, c'est un peu philosophique, quoi. C'est ce que j'appelle un peu le dilemme de l'innovation. Qu'est-ce que vous avez dans ce dilemme de l'innovation? C'est-à-dire que vous avez pratiquement des ingénieurs qui font des choses, qui sont extraordinaires. On imagine que chaque fois qu'un ingénieur a inventé quelque chose, au prix de nombreux sacrifices, des recherches approfondies pendant des années. Alors maintenant, quand l'ingénieur a conçu la puce ou je sais pas quoi, cette innovation, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est de voir effectivement dans quelle mesure effectivement cette puce peut être rentable. C'est ça le problème aussi, parce qu'il faut la vendre, parce qu'on ne fait pas la recherche pour la recherche. Il faut aussi la mettre à la disposition effectivement du public. C'est comme vous avez eu à l'époque, vous avez des portables qui n'étaient pas destinés pour le public. On le voyait tout simplement dans des bureaux. Et pour sortir du bureau, il fallait prendre son serveur et partir avec. Et maintenant, on a tout réduit. Voilà, tout réduit. Donc c'est ça, ça veut dire que comme c'est devenu grand public aujourd'hui. Donc le problème, c'est maintenant, c'est devenu plus rentable, alors qu'à l'époque, les gens hésitaient, effectivement, parce qu'on disait que non, ça ne va pas être rentable, c'est beaucoup plus rentable d'avoir des serveurs sur place, etc. Mais non, les gens se sont rendus compte que non, c'est devenu rentable. Or, je crois que c'est ces deux équations qu'il faut faire, parce que l'ingénieur et l'économiste qui s'occupe un peu de la rentabilité de l'affaire, il faut le mettre aussi dans la trajectoire, dans la chaîne d'exploitation du produit. Or, souvent, chez nous, c'est pas souvent la chose la mieux partagée, c'est-à-dire que tous ces gens-là puissent travailler afin de comprendre, d'analyser un peu les résultats et les bienfaits que ça peut apporter pour les attentes des nombreuses populations qui attendent toujours que ce produit-là puisse participer au rayonnement du pays. Parce que c'est ça qui s'agit. Et quand ça participe au rayonnement du pays, effectivement, les gens l'achètent. Et c'est vrai que j'avoue que c'est souvent très difficile parce que comme c'est des composantes, parce que quand on regarde très bien ce qui se passe par exemple dans des autres pays, tel pays produit telle composante, l'autre produit, donc on fait des assemblages. Oui. Mais on peut le faire. Au Cameroun, on continue à faire des assemblages et c'est très compliqué. Et c'est très compliqué. Aujourd'hui, on est très heureux d'utiliser à Yaoundé un téléphone iPhone qui vient de là-bas. Parfois, la fabrication, elle est d'origine américaine, quelquefois chinoise. Parce qu'il faut dire quand même que dans tous les produits, les Chinois ont trouvé véritablement des moyens pour pouvoir soit faire leur version à eux. Alors aujourd'hui, l'urgence peut-être s'oppose. L'Afrique est à la croisée des chemins. On parlait récemment, Hervé Akam, si vous vous rappelez, de l'intelligence artificielle. Il y a l'IA qui est américain. Il y a d'autres pays comme la Chine qui ont déjà implémenté leur intelligence artificielle. L'Afrique se contente pour le moment d'utiliser l'intelligence artificielle d'autres structures. Et ça se vend même d'ailleurs, il faut le dire.
Bon, alors, le problème, c'est ça, effectivement, ces retards qu'on accumule depuis très longtemps. Et quand on observe un peu ces pays-là, parce que vous savez, par exemple, sur cette intelligence artificielle, d'ici bientôt, quand on va commencer effectivement à faire de la recherche, les gens diront peut-être qu'on nous étions à égalité avec la Corée, mais on ne comprend pas pourquoi la Corée est arrivée là. Ou là où ils sont. On le compare souvent, on le dit, moi j'entends souvent des gens le dire en économie, en tout, en disant mais c'est nous qui envoyons des matelas, des draps, on envoyait même à manger aux Coréens, voilà, et dans tous ces pays. Mais le problème, c'est pas de le dire, mais c'est de comprendre un peu pourquoi ces pays ont pu évoluer. Oui, parce que quand on regarde un peu ces pays comme la Corée du Sud, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période? C'est que la plupart des gens là, qui travaillaient dans ce métier-là, ils étaient très mal payés. On dit souvent qu'ils étaient, je me rappelle à l'époque, dans des journaux, on disait, on les paye à peine $1 par jour. J'ai dit à peine. Donc, quand on faisait le toto, on se rend compte qu'ils n'avaient que $30. Donc, ça faisait que pour l'entreprise qui les utilisait, ils les exploitaient. Il y avait une exploitation un peu, la main-d'œuvre de ces gens-là. Et puis, vous avez aussi l'utilisation des femmes dans ce métier-là qui faisait en sorte que ces femmes, comme elles ne demandaient pas beaucoup d'argent aussi, on les employait. Donc, je crois que c'est ça. Quand on regarde un peu le cheminement des autres, et comment ils sont arrivés effectivement à produire par des difficultés, bon, on peut aussi le faire, même si effectivement on nous dira plus tard, vous avez utilisé une main-d'œuvre moins chère, etc. Mais tout le monde est passé par là, quand on regarde très bien. Alors, donc, l'Afrique aussi peut passer par là. Les jeunes ingénieurs là, il ne faut pas qu'ils pensent que tout de suite ils vont gagner des milliards là, dans cette affaire. Non, vous allez petit à petit, et puis à la fin, c'est le résultat qui compte. Comme aussi en Corée, parce que c'est la même chose. Parce qu'on nous sort toujours cette affaire comme si c'était une génération spontanée en disant oh, ces gens-là ils étaient avec nous, ou moins que nous, et aujourd'hui ils sont devant. Ils sont devant, mais on ne comprend pas pourquoi ils sont devant. Effectivement, par ce processus aussi. Donc, pourquoi ne pas aussi engager ce processus au lieu de voir souvent de voir des ingénieurs qui disent bon voilà, nous on va pas faire comme eux parce qu'on a un modèle qui est purement africain, d'égalité des salaires, etc. Non, ça passe toujours par là. C'est après, effectivement, quand vous commencez à vendre ces produits, on peut un jour oublier. Comme aujourd'hui, on oublie que les Coréens sont passés par là, c'est-à-dire que leur salaire était tellement bas que les gens travaillaient effectivement pour l'entreprise. Donc, travaillons pour l'entreprise. Regardez un peu dans les traditions japonaises, là. Il y a souvent, quand un ouvrier a très mal travaillé, qu'est-ce qu'il fait? Il y a des excuses publiques, là. Hein? Oui. Et ça... Excuses publiques. Excuses publiques, c'est-à-dire qu'il arrive, là, il peut pleurer en disant, vraiment, j'ai fauté parce que je n'ai pas bien mis le fil dans le silicium. Et c'est pourquoi, effectivement, leur téléphone n'a pas pu marcher, que ce soit Hitachi, etc. Bon, il y a eu des téléphones qui explosaient. Il y a des téléphones qui explosaient. On récupérait les téléphones en question et on s'excusait. Voilà. Alors finalement, on voit tout de suite les jeunes start-upers, c'est-à-dire les créateurs. Est-ce qu'ils ont nécessairement besoin d'accompagnement? Parce que généralement, lorsqu'on regarde un grand projet, on voit toujours l'accompagnement financier étatique. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, à notre niveau, de mobiliser des bailleurs de fonds, peut-être en interne et indépendants, capables de financer ce type de recherche? Bon, alors, moi, je crois qu'il y a deux modèles de développement, quand même, il faut toujours le dire. Hein. Et au regard un peu de l'histoire, hein, quand on regarde un peu le modèle américain, la manière dont ils sont arrivés à la fabrication des semi-conducteurs ou des puces, bon, ils sont allés, c'est parti souvent de leur poche. C'est-à-dire des gens qui se sont associés. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait là quand ils ont constaté qu'ils étaient à bout? Je connais des gens, quand on lit un peu les journaux américains de l'époque, qui allaient dans les bourses pour aller supplier les politiciens. C'est comme vous avez des lobbies dans ce pays-là. Ces lobbies, effectivement, allaient voir ces lobbyistes, allaient voir des politiciens à qui ils demandaient, comment dire ça, de l'aide, des appuis. Pour ces ingénieurs-là, ça c'est un modèle très américain.
C'est-à-dire, on commence par soi-même, et puis après, quand vous vous rendez compte que vous êtes à bout, vous allez chercher effectivement des gens qui ont des moyens. Vous avez aussi le modèle chinois, qui est un modèle purement, comment dire ça, d'appui du gouvernement. C'est-à-dire, le gouvernement dit, bon, ok, nous, on va vous aider, parce qu'on sent que vous ne pouvez pas aller très loin sans nous. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils financent. Regardez, pratiquement la plupart des entreprises, que ce soit Huawei, elles sont contrôlées par l'État. Tout à fait. C'est ça, donc c'est deux modèles. Mais nous, quel est le modèle qui nous va? Le modèle qui nous va, c'est le modèle chinois, c'est-à-dire on passe par l'État. L'État doit mettre l'argent là-dedans, dégager des sous pour ça. Par exemple, des impôts qu'on peut retenir, là, les francs, quand vous faites vous avez un Orange Money, je crois qu'on peut prendre 2-3 francs là-dessus pour la recherche. Déjà que l'impôt est déjà prélevé. Hein. Est-ce que si on ajoute encore le franc symbolique pour la recherche, ce sera pas un peu trop? Mais il faut le faire, parce que ça fait partie un peu de ce que j'appelle un peu le martyre des chercheurs. Le martyr aussi des pays, effectivement, qui veulent aller loin. Tout à l'heure, je vous expliquais qu'en Chine, quand on regarde les salaires de ces gens-là, ils avaient à peine $1 par jour. Vous rendez-vous compte comment peut-on vivre dans les années, même il y a 20 ans, avec $1? Il y avait des sacrifices à faire. Il y avait des sacrifices à faire. Et donc, ces sacrifices-là, il faut le faire. C'est-à-dire finalement que le Cameroun doit se mettre en chantier tout de suite, serrer la ceinture, essayer d'avancer dans plusieurs domaines, notamment ce domaine-ci, parce que les semi-conducteurs sont un enjeu stratégique certain, et d'ailleurs Chris Miller nous le dit. Pourquoi est-ce qu'il faut lire ce livre-là particulièrement? Alors, je crois que ça réunit un peu le parcours, les problèmes du parcours un peu des hommes d'affaires, le problème de rentabilité d'une affaire aussi. Je crois que c'est ça, parce que pour rayonner un peu aujourd'hui, il faut montrer autre chose que le pétrole, qu'on vend de manière un peu erratique chez nous, et dont on nous taxe de vendeurs de pétrole et de gaz, etc. Et puis l'autre problème, c'est la géopolitique, tout simplement. C'est-à-dire que celui qui, effectivement, aura le monopole dans des années futures de la production des semi-conducteurs, effectivement, celui qui aura effectivement la même mise pour gagner des guerres. C'est vrai que je ne suis pas un peu d'accord avec Chris Miller quand il dit que l'Union soviétique a perdu la bataille la guerre des semi-conducteurs. C'est pourquoi elle est tombée. Non, moi je ne crois pas. Parce que l'Union soviétique est tombée à cause des problèmes de démographie. Et pendant longtemps, la démographie était tellement basse que les générations ne se reconstituaient pas. Et alors, pour aller trouver du travail, on trouvait des gens qui avaient des 60 ans, qui n'avaient plus assez d'énergie, même assez comment dire ça, de temps pour produire effectivement ce dont on a besoin, ce dont ils avaient besoin, c'est-à-dire l'engineering, etc. Donc c'est ça. Donc je crois qu'aujourd'hui, effectivement, on voit que dans des petites villes stratégiques comme Taïwan, elle est devenue très importante, cette ville. Parce que c'est là où effectivement la plupart des gens vont chercher des semi-conducteurs. Et là, elle devient incontournable, d'où la crainte de la Chine, par exemple, d'envahir ce pays, parce que si vous envahissez ce pays, ça